Bonjour à toutes et tous, je pense qu'on va commencer. Je vous propose de commencer, même, et puis si d'autres personnes arrivent, ils nous rejoindront en cours de route. Donc pour ce débat, ici à la Charité-sur-Loire, sur les quartiers populaires, vaste sujet, intitulé donc Quartiers populaires, quelles nouvelles ambitions collectives face au sauf-qui-peut individuel. Alors pour en parler avec nous, trois invités. Malheureusement, Mohamed Meshmash, qui était initialement programmé, ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Donc trois invités. Manon Loisel, qui est enseignante au CNAM, donc au Conservatoire national des arts et métiers à Paris et à Sciences Po, et également consultante chez Acadie. Tu as aussi un engagement associatif à Champ Libre. Je te laisserai éventuellement revenir sur cet engagement qui est important, y compris pour ce débat aujourd'hui. Tu as aussi écrit, je le dis, un article dans la revue Hérodote sur la fin du 9-3, et peut-être que là aussi on aura l'occasion d'y revenir. Parce que c'est polémique. Aïssa Tassek qui est avec nous également. Alors du coup j'ai perdu mes notes en perdant mon téléphone, mais donc vous êtes maire adjointe. Non mais c'est pas grave. Maire adjointe de Bondy, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes porte-parole du mouvement Génération. Et vous êtes également au GIP. Alors là, j'ai plus le titre entier. Alors, je travaille au groupement d'intérêt public Mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, et plus particulièrement sur la préfiguration de la future fondation nationale qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et juste pour mentionner un fait d'actualité, mais peut-être que vous y reviendrez également, vous êtes signataire avec d'autres personnalités d'une tribune qui paraît aujourd'hui dans Le Monde sur le débarquement de Provence, mais je vous laisserai en dire un mot tout à l'heure. Enfin, Stéphane Troussel, vous êtes évidemment président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, donc on a un prisme séquano-dionysien fort pour ce débat, même si les quartiers populaires ne sont pas qu'en Seine-Saint-Denis. Donc voilà. Je rappelle juste la consigne du débat, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont compris parce que j'imagine que vous avez fait d'autres débats avant celui-ci. C'est donc des débats dits inversés, avec l'idée que le public puisse interpeller comme il le souhaite, poser des questions, faire des remarques, raconter ses expériences, et puis après que nos invités puissent réagir là-dessus. Juste peut-être pour cadrer le débat avant cela, alors une chose sur le temps, on a jusqu'à 17h30, si je ne dis pas de bêtises, et il faut impérativement terminer à l'heure évidemment, donc je surveillerai la montre, et je vous demanderai à la fois aux intervenants mais aussi au public d'être non pas le plus court possible mais le plus synthétique possible pour qu'on puisse laisser évidemment intervenir et interagir tout le monde. Et peut-être avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc là je vous laisse déjà imaginer vos interventions, etc. Mais je vais peut-être passer la parole à Manon Loisel juste sur la question des quartiers populaires pour qu'on puisse baliser un peu le sujet. Qu'est-ce qu'un quartier populaire finalement ? Bonjour à tous. Une petite série de questions que je me suis posée quand on m'a envoyé le sujet, parce que on a été un petit peu soumis à un exercice, c'est-à-dire on a reçu le sujet et donc forcément ça souligne quelques questions. D'abord se dire quartier populaire, est-ce que c'est la même chose que banlieue, est-ce que c'est la même chose que quartier politique de la ville ? J'amène juste quelques petits éclairages d'informations et puis après, bien évidemment, tout ça est soumis à débat. Sur quartier populaire, quartier politique de la ville. Les quartiers politiques de la ville, c'est le périmètre d'action publique censé saisir les quartiers populaires pour pouvoir venir agir dessus. Aujourd'hui, on a environ 1500 quartiers politiques de la ville en France. Ça veut dire que quasiment toutes les aires urbaines de France ont au moins un quartier politique de la ville. Donc on peut faire l'hypothèse que la plupart des quartiers populaires sont périmétrés, en tout cas saisis à l'intérieur de ces périmètres quartiers politiques de la ville. Ce que je trouve plus intéressant quand on dit quartier populaire que quartier politique de la ville, c'est qu'on sort de la logique un peu de zonage périmétré pour les envisager un peu dans leur dimension dynamique. Et on va, je pense, quand même pas mal parler de la Seine-Saint-Denis. Évidemment, il faut envisager ces quartiers-là dans une logique dynamique, c'est-à-dire que quand on regarde les quartiers populaires du 93 dans le temps, on a eu des évolutions incroyables entre la période de la banlieue rouge et toutes les transformations
migrations socio-économiques sur lesquelles on reviendra sans doute, mais qui aujourd'hui transforment totalement une grande partie des quartiers populaires du département et font qu'il faut cesser de les envisager comme des quartiers complètement intangibles, immuables, sur lesquels les choses ne bougent pas. Est-ce que quartier populaire, ça veut toujours dire banlieue ? Récemment, on a eu une extension du nombre de quartiers politiques de la ville en France, puisque l'État a décidé, après un mouvement assez historique de recherche du Graal, du bon indicateur pour aller attraper les quartiers populaires, en 2012, on s'est arrêté sur un indicateur unique qui est l'indicateur de la concentration de ménages à bas revenus. Et donc, on a une nouvelle géographie qui aujourd'hui donne des quartiers populaires, des quartiers politiques de la ville, à Auch, à Guéret, à la Charité-sur-Loire, à Nevers. Bref, depuis peu, la politique de la ville est sortie des banlieues pour saisir aussi les quartiers les plus pauvres, les plus paupérisés dans tout un tas de territoires en France, petites et villes moyennes. Par contre, quand on regarde en termes de population, de personnes, en masse, si vous voulez, la quasi-totalité des individus qui vivent dans un quartier politique de la ville est concentrée soit en Île-de-France, soit dans les grandes métropoles, donc Lille, Roubaix, Tourcoing, autour de Marseille, etc. Donc effectivement, on a une sorte de saupoudrage, entre guillemets, des quartiers politiques de la ville en France, mais dans les faits, la grande partie des habitants de quartiers populaires sont quand même des habitants des grandes métropoles. Et puis, dernière chose que je voulais indiquer pour se donner du grain à moudre, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la situation géographique, justement centre-périphérie, ou les formes urbaines, le fait d'avoir des quartiers de grands ensembles, et la situation ou le ressenti d'enclavement. Donc moi, je ne suis pas spécifiquement du 93, mais dans ma pratique de consultante, je parcours pas mal de territoires en France, et en fait, on a des territoires, des quartiers populaires qui sont effectivement des quartiers périphériques, à Mantes-la-Jolie, le Haut-du-Lièvre à Nancy, etc., etc. Mais on en a aussi d'autres qui sont dans des quartiers assez centraux. Je pense, hier j'étais à Recouvrance à Brest, qui est aussi un quartier politique de la ville. C'est la même chose à Marseille, dans lequel Belzins, les quartiers nord sont assez proches de la centralité. Bref, il n'y a pas de corrélation entre situation géographique, périphérique et quartier populaire. C'est pour se donner un petit peu des ordres de grandeur. Merci Manon pour cette petite introduction. Et puis je précise aussi, puisque je ne l'ai pas dit, que Stéphane Troussel, vous avez été l'auteur d'une tribune dans Libération, aux côtés de Philippe Martin, qui est le président du Gers, c'était en début d'année, pour montrer, donc président d'un département, lui, rural, finalement les points communs qu'il pouvait y avoir entre des départements ruraux et des départements de banlieue parisienne, à la fois en termes de problématiques d'accès aux services publics, de pauvreté, etc. Je ne sais pas si, ici, dans la salle, certains ont envie de réagir pour le moment. Juste une petite question, combien d'entre vous viennent ou vivent dans un quartier populaire aujourd'hui ? La Seine-Saint-Denis est fortement représentée. Qui vient de Seine-Saint-Denis ? Ah oui, on a effectivement un prisme fort. Je laisse la parole. Oui, moi je suis de la Nièvre et j'ai travaillé aussi dans le Cher, dans les quartiers, en tant que directrice de centre social à Bourges. Je pense que la complexité du problème social se renforce de plus en plus suivant les territoires. On ne peut pas parler d'une uniformisation des quartiers populaires. Il y a des réponses juridiques par rapport à la politique de la ville. Ce n'est pas la même chose que de rencontrer à Nevers, à la Charité ou à Bourges l'ensemble des populations. Il y a une diversité qui crée une réponse appropriée et non pas une réponse entre guillemets statistique. C'était juste ce commentaire que je voulais faire par rapport à une réponse qu'on pourra apporter ensuite. Puisqu'on est sur l'hétérogénéité de la question justement de ces quartiers populaires, je vais peut-être donner la parole à Stéphane Troussel, vous voulez peut-être réagir ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Non mais simplement, si j'essaye puisqu'on en est un peu aux définitions des quartiers populaires, ce qu'on définit souvent, enfin ce qu'on pointe à travers cette appellation, c'est quand même, ce qui les caractérise la plupart du temps, c'est qu'ils sont plutôt plus jeunes que la moyenne nationale, ils sont souvent plus pauvres et disons-le, ils sont aussi plutôt plus immigrés. Plus jeunes, plus pauvres, immigrés, c'est quand même ce qui caractérise assez largement les quartiers populaires. Et donc forcément,
c'est pas totalement un hasard si quand on organise désormais dans ce pays un débat sur les quartiers populaires, on a tendance un peu aussi spontanément, avec la même spontanéité, à désigner la Seine-Saint-Denis. Parce que de fait, à l'échelle, par sa construction historique, par son lien avec Paris, par la place qu'elle occupe. S'il y a un département qui incarne ces caractéristiques-là, effectivement, la Seine-Saint-Denis, de ce point de vue, détient tous les records. C'est le département le plus jeune de France métropolitaine. C'est peut-être le département au revenu moyen par habitant, en tout cas en Île-de-France, un des plus faibles, et je pense même à l'échelle métropolitaine entière. Donc forcément, il incarne ça plus que les autres. Mais en revanche, c'est pas totalement un hasard si dans les politiques de soutien aux quartiers populaires, et je trouve que c'était plutôt une bonne mesure qu'avait pris le précédent gouvernement, c'est je crois dans le cadre de la loi Lamy, on est raisonné davantage en termes de revenus par habitant, qui a permis de constater qu'effectivement, à l'échelle d'autres territoires, et notamment des territoires ruraux, il y avait un certain nombre de situations qui, de fait, s'apparentaient en particulier la pauvreté de la population, à des situations qu'on connaissait dans les quartiers traditionnels d'habitat social des grandes métropoles, pour faire court. Donc ça, c'est de toute façon une caractéristique majeure si on en reste aux définitions. Et puis bien souvent, quand même, alors même s'il y a des situations différentes, les quartiers populaires à Lille sont plutôt dans le cœur de la ville. C'est quand même traditionnellement, que ce soit en région parisienne, que ce soit du côté de la métropole lyonnaise, où c'est un peu différent. C'est aussi un peu différent à Marseille, mais à part Lille, c'est souvent les quartiers périphériques. C'est souvent les quartiers périphériques des grandes métropoles, mais il y a des situations différenciées. Je citais Lille, où par exemple les quartiers populaires, dans la construction de la ville, ils sont plutôt au cœur de la ville. Mais c'est quand même globalement une des caractéristiques, avec notamment toute l'histoire des grands ensembles qui, la plupart du temps, ont aussi été bien souvent en dehors du centre des villes. Et dernier point, mais je crois que Manon Loisel y faisait référence, c'est pas forcément des territoires enclavés. Puisqu'on évoquait la Seine-Saint-Denis, moi je suis élu du canton ville de La Courneuve. À l'échelle de la Seine-Saint-Denis, La Courneuve, ça n'a rien à voir avec Clichy-sous-Bois. C'est une ville près de Paris. Quand vous êtes au 26e étage de la plus grande tour des 4000 de La Courneuve, vous avez vu sur le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel, et vous avez des transports en commun tout à fait performant. Et pour autant, c'est la ville de tous les dispositifs politiques de la ville depuis plus de 30 ans, parce qu'elle a une population plus jeune, plus pauvre, et une ville d'immigration depuis bien longtemps. Mais en revanche, à l'autre bout du département, vous avez une ville comme Clichy-sous-Bois qui, à la fois, du point de vue de sa population, de son économie, des caractéristiques à peu près semblables, mais en revanche, qui se surajoutent les difficultés de transport et de mobilité, qui sont aussi bien souvent un élément déterminant de la situation des quartiers populaires. Et je rajouterais, suite à l'intervention de Stéphane, donc tu as dit que les quartiers populaires étaient plus jeunes, plus pauvres et concentraient plus de personnes issues de l'immigration. Ce que je peux rajouter, c'est qu'aussi ces quartiers populaires concentrent un certain nombre d'inégalités criantes en termes d'accès à l'emploi, en termes d'éducation, en termes de logements sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de pointer ces inégalités qui se creusent malgré les efforts qui ont été faits dans le cadre des différents plans de rénovation urbaine. Ce qu'on peut constater en tout cas aujourd'hui en tant qu'élu du territoire, en tant que citoyen ou militant associatif, c'est que malgré ces plans de rénovation urbaine, les inégalités n'ont pas été réduites. Les inégalités continuent à se creuser, les discriminations continuent à se creuser. Les quartiers populaires, par exemple, sont confrontés, je dirais pas quotidiennement, mais régulièrement, à ce qu'on appelle aussi les violences policières,
Et je pense qu'il est important aussi d'en parler aujourd'hui. Alors beaucoup de gouvernements se sont essayés avec différents plans banlieue. On a eu les grands plans banlieue, on a eu le plan Borloo qui a été enterré très très vite et très rapidement. Un plan que je trouvais plutôt satisfaisant en tant que femme de terrain. Mais ce qu'il manque aujourd'hui, en tout cas de mon sentiment, parce que la thématique exacte de cette table ronde, c'est quartier populaire, quelle solution collective face au sauf qui peut individuel, pardon. J'ai une proposition à faire au président du conseil départemental, à Yazid, à Houssine qui vient de Lyon, c'est d'organiser les premières assises des quartiers populaires. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. On a plusieurs personnes, chacun de notre côté, discuté de ces sujets-là, mais les premières assises avec des acteurs de terrain. Quand je parle d'acteurs de terrain, je parle bien évidemment des élus locaux parce qu'on est aussi sur le terrain, mais je parle des militants associatifs, des collectifs, des maisons de quartier de la citoyenneté, des conseils citoyens, des personnes qui sont sur le terrain quotidiennement, qui vivent les souffrances, les discriminations, les inégalités et qui peuvent apporter leur contribution, qui peuvent apporter une analyse concrète sur les différents enjeux et qui peuvent permettre à nos gouvernements en place d'utiliser toutes ces contributions pour faire évoluer les choses. Ça fait 30 ans qu'on parle des plans banlieue, ça fait 30 ans qu'on nous bassine sur ces questions-là, mais concrètement, je trouve qu'il n'y a pas eu d'évolution, mise à part dans le cadre du plan de rénovation urbaine. Mais ça me paraît extrêmement insuffisant et beaucoup trop peu pour qu'on puisse réduire un certain nombre d'inégalités auxquelles on peut être confronté. Et pour la petite anecdote, moi j'ai grandi au Mureau dans les Yvelines, donc j'ai quitté une banlieue populaire, un quartier populaire pour une autre banlieue populaire et les problématiques sont sensiblement les mêmes. Et la première des choses qui fait qu'on a parfois un certain nombre de difficultés à évoluer dans la société française, c'est l'accès à l'éducation et l'accès à la culture. Et je pense que l'accès à l'éducation, l'accès à l'éducation, on y a tous accès, mais les inégalités en termes d'éducation sont beaucoup trop criantes d'un territoire à un autre, qui parfois sont des territoires qui sont à proximité. Je dirais Seine-Saint-Denis, Paris par exemple. Merci beaucoup. Alors là, je vois qu'il y a une question. Il n'y a plus qu'un micro, hein, c'est ça ? Non, il y a 2 micros. Bon, bah c'est très bien. Bonjour. Une interrogation justement sur le diagnostic, sur ces inégalités. Parce que je vous ai entendu, j'ai entendu que c'était surtout, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, hein, lié à la nature de la population. À savoir une population jeune, pauvre, immigrée, sans emploi. Il se trouve qu'il y a un rapport parlementaire qui a été établi, qui est un constat par 2 députés LREM et LR, donc qu'on ne peut pas soupçonner forcément d'angélisme ou de gauchisme absolu, et qui établit sur 3 domaines bien particuliers qu'il y a une discrimination, un traitement discriminatoire du département 93 à l'égard des autres départements en France, en matière de 3 domaines, dans les 3 domaines, police, éducation, justice. Ça veut dire que l'État ne traite pas de la même manière le département de la Seine-Saint-Denis que les autres départements sur ces 3 domaines. N'alloue pas suffisamment de moyens policiers, n'alloue pas suffisamment de moyens pour la justice, n'alloue pas suffisamment de professeurs pour remplacer les professeurs absents ou pas suffisamment de professeurs pour le nombre d'élèves dans les écoles. Donc moi j'entends dans ce rapport, qui est un constat fait sur un certain nombre d'études, que ça n'est pas forcément lié à la nature de la population, qui est déjà un premier facteur, mais plutôt à une politique. Une politique discriminatoire qui se succède depuis un certain nombre avec des alternances politiques successives. Donc moi, je vais peut-être être un petit peu démago, hein, mais quand je me balade, quand je me promène dans les rues de la Courneuve, de Mantes-la-Jolie ou de Sarcelles, j'ai pas l'impression d'être dans le même pays que quand je me promène dans les rues de Neuilly, y compris Courbevoie qui est en train de se transformer, le Valois, donc des villes des Hauts-de-Seine. J'aimerais comprendre, et c'est la question que je vous pose, hein, les raisons finalement de la pérennisation de ces discriminations en termes politiques. Merci pour cette question qui pose aussi la question de la place de l'État. Vous aviez attaqué, il me semble, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, l'État justement pour rupture de l'égalité républicaine. Je vais peut-être vous laisser réagir à cette question. D'abord, je ne vois pas forcément de contradiction
par rapport à la manière dont vous posez le débat, par rapport à ce que je viens de dire précédemment. Si il y a discrimination de la part des pouvoirs publics en matière de police, en matière de justice et en matière d'éducation, c'est pas forcément, comment dirais-je, contradictoire avec le fait qu'il y ait une population plus jeune, plus pauvre et plus immigrée. Je crois fondamentalement que s'il y a un certain nombre d'inégalités vis-à-vis des territoires comme la Seine-Saint-Denis, sur ces domaines-là, oui, effectivement, par exemple, alors que c'est un des départements, sinon le département de France métropolitaine, où il y a un des taux de criminalité les plus élevés, eh bien, c'est dans ce département qu'il y a, par exemple, à peu près 2 fois moins d'officiers de police judiciaire dans la police du département. C'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a, en matière éducative, comme souvent dans les territoires, il y a le plus de réseaux d'éducation prioritaires renforcés, les professeurs les plus jeunes, les plus inexpérimentés, et qui y restent le moins. Et si on prend l'exemple de la justice, si un certain nombre de décisions ne sont pas appliquées ou si la justice civile, pénale ou civile, met bien plus de temps à prononcer ces décisions, bien c'est parce qu'il y a un certain nombre de postes de greffiers qui ne sont pas pourvus ou parce que des magistrats tournent régulièrement au tribunal de Bobigny. Et je pense que c'est aussi lié aux caractéristiques de la population. Quand on a une population jeune, plus pauvre et d'origine étrangère ou étrangère plus nombreuse, eh bien, la capacité pour ces territoires, alors même que, disons-le, les valeurs de la société française aujourd'hui, dans sa majorité, c'est pas la mixité, c'est pas la diversité, c'est pas la solidarité, eh bien, ça conduit à ce type de décision. Alors, que les choses soient claires, moi je ne fais pas partie de ceux, même si je suis à la fois élu et habitant de ce département, habitant depuis toujours, élu depuis un peu moins longtemps quand même, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que toutes les politiques se valent, que rien n'aurait été fait. Aïssa Attal disait, par exemple, la politique de rénovation urbaine a changé la réalité de ces quartiers. La réalité physique urbaine de Clichy-sous-Bois ou de Montfermeil, alors qu'à la fin de l'année, par exemple, on va inaugurer le tramway T4, ça change la réalité physique urbaine de ces quartiers. On peut aller à La Courneuve ou à Épinay-sur-Seine. La situation de ces villes a changé. L'espace public est différent. Les immeubles, les grandes barres ont été démolis. Il y a un urbanisme de plus grande qualité. Et donc je pense que cette politique-là produit des effets. Mais parmi les difficultés auxquelles on est confronté, c'est à la fois la situation du service public, encore une fois, avec, que ce soit on vient de citer ces 3 grands services publics-là, oui, il y a un sous-investissement depuis des années en matière de services publics. C'est vrai à l'échelle du pays en particulier, mais quand dans un territoire, la population et le territoire ont besoin plus qu'ailleurs du service public, ça produit des effets négatifs sur les résultats scolaires, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès à la santé. Donc il y a la question du service public, il y a la question des investissements en général, il y a la question de public ou privé. Et là encore, moi je considère que tout n'est pas, il ne faut pas tout peindre en noir. Il y a des résultats, il y a des situations. Quand on décide de faire le métro du Grand Paris Express, il y a 35 milliards d'euros qui sont mobilisés pour faire 250 km de métro autour de Paris, dont un tiers des futures gares de ce métro du Grand Paris vont être en Seine-Saint-Denis. Ça change la donne pour un certain nombre d'habitants. Clichy-sous-Bois, ils mettaient à peu près 1h30 à 2 heures pour aller dans le centre de Paris. Avec le métro du Grand Paris Express, ils iront en une demi-heure sur les plateformes d'emploi de Roissy ou de la Défense. Ça change la donne, mais encore faudrait-il que ces investissements-là ne soient pas régulièrement remis en cause lorsqu'il y a une alternance politique avec le gouvernement actuel qui a tergiversé pendant 2 ans pour savoir s'il allait faire ce projet, s'il allait le mener à bien dans les temps. Donc ça, c'est la deuxième remarque.
Troisième remarque, quand vous avez une population plus jeune qui est comment dirais-je, plus faiblement, par exemple, participante et engagée dans la démocratie représentative ou participative, ben ça ne donne pas la même capacité d'écoute pour peser sur un certain nombre de choix. Donc ça fait... puisqu'on évoquait, peut-être qu'il faudra les évoquer, mais quelques solutions, eh bien, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut absolument faire bouger les lignes pour qu'en matière de démocratie, en matière de mixité, en matière d'investissement public ou privé, il y ait des choix, des solutions qui soient mises en œuvre et qui changent la donne vis-à-vis de ces quartiers. Et dernier point que je veux évoquer, globalement, c'est aussi le regard de la société française sur ces quartiers et notamment sur la population qui les compose. Si le regard de la société française vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des gens étrangers ou d'origine étrangère est ce qu'il est, eh bien ça donne aussi des choix vis-à-vis de ces quartiers qui sont ceux dont on parle. Et dernier point, avant de redonner le micro, on évoquait les changements de critères pour définir les quartiers populaires. Pourquoi j'insiste sur le côté jeune, pauvre et étranger ou d'origine étrangère, c'est que si le taux de pauvreté aujourd'hui dans le pays, je crois qu'il est à entre 13 et 14% à l'échelle du pays, il est 2 fois plus important pour la population de moins de 25 ans. Et quand ces quartiers sont, pour un certain nombre d'entre eux, très largement, voire majoritairement composés de jeunes de moins de 30 ans, dans certaines villes de Seine-Saint-Denis, il y a 40 à 50% de la population qui a moins de 30 ans, eh bien, ça fait un niveau de pauvreté de la population et dans le territoire concerné particulièrement élevé, avec donc toutes les conséquences que ça a sur l'organisation de la vie locale. Et juste pour ajouter par rapport à ce que vous disiez, donc évidemment c'est pas en contradiction, mais je pense qu'aujourd'hui on peut aussi se poser la question de savoir, justement parce que ces territoires sont jeunes, sont pauvres et concentrent des immigrés ou des personnes issues de l'immigration, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, je vais peut-être être un peu dur, un peu cru, mais une forme de racisme d'État envers ces quartiers? Moi, je considère que l'État ne remplit pas son contrat quand elle n'alloue pas les dispositifs policiers quand on est, nous par exemple en Seine-Saint-Denis à Bondy, confrontés à des difficultés notamment sur tout ce qui est trafic de drogue. Je pense que l'État ne remplit pas son contrat quand elle ne remplace pas les absences de professeurs dans les collèges et les lycées. Je pense que l'État ne remplit pas son contrat aussi quand elle ne fait pas l'effort, qu'elle ne fait pas l'effort d'investir ces terrains et de voir ce qu'il se passe concrètement et quotidiennement. Donc je pense qu'on est aussi en droit de se poser la question et de savoir si ce racisme n'existe pas parce qu'elle concentre un certain nombre d'immigrés ou de personnes issues de l'immigration. Et quand on regarde la différente sémantique qui est employée, les différents médias qui parlent des quartiers populaires, on va parler de la première vague d'immigration, on va parler d'intégration, mais on parle aussi d'intégration pour les jeunes issus de l'immigration qui sont nés en France. Et c'est un mot que je n'aime pas employer, mais qui malheureusement, on est obligé de l'employer aujourd'hui parce que de fait il nous est imposé. Je pense qu'on ne doit pas parler d'intégration quand on parle de jeunes issus de l'immigration nés en France. Voilà. Mais c'est des questions à se poser. Moi je me pose la question quotidiennement et avec ce que je vois sur le terrain, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de racisme d'État envers nos quartiers populaires. Merci Stéphane Troussel, merci Aïssata Seck. On aura peut-être l'occasion de revenir sur certaines de ces problématiques. Juste peut-être Manon, vous vouliez réagir Sauf s'il y a une question, parce que je veux pas qu'on... Allez-y, puis à la limite, je trouverai un moyen de rebondir. Oui, quand même. très rapidement. Oui, effectivement, les quartiers populaires partagent des caractéristiques communes et similaires qu'on connaît. Et c'est vrai que la donnée culturelle est déterminante dans la façon dont on va appréhender les politiques publiques. Je me dis même que la représentation ou la perception qu'on a de ces populations va orienter, influencer, même déterminer quel type de politique publique on va mettre en œuvre en termes de traitement égalitaire de ces quartiers. Parce que quand on perçoit ces habitants de manière différente, forcément la politique publique va se décliner de manière particulière, ou en tout cas avec une approche qui n'est pas forcément satisfaisante. Donc je me dis, parce qu'aujourd'hui on présente les quartiers populaires comme une espèce d'équation simpliste. Jeunes, de banlieue, pauvres, arabes, noirs, musulmans, égal, voilà, un cumul de tares.
je me dis, si vraiment on veut appliquer la promesse républicaine, la promesse égalitaire, ben ces critères-là, soit on les apprend de manière rigoureuse et sérieuse, c'est-à-dire qu'en France, on aborde la question du fait religieux, on aborde la question culturelle, c'est-à-dire la question de la mémoire, de l'histoire de ces populations, et on les présente de manière, sérieuse, jusqu'à même l'intégration de ces histoires au sein des programmes de l'éducation nationale, des programmes scolaires de l'éducation nationale. Ça pourrait régler pas mal de choses et ça pourrait faire évoluer les perceptions pour espérer un traitement plus équitable. Je rebondis. Alors déjà, je trouve ça, c'est très juste. Effectivement, les politiques publiques qu'on met en place disent beaucoup de la façon dont l'État perçoit ces quartiers. Mais d'un côté, moi, j'aurais envie de dire, tant qu'à faire, prenons acte. C'est-à-dire, effectivement, ces quartiers-là sont plus jeunes, plus pauvres et avec plus de personnes issues de l'immigration. Mais alors, donc, ça veut dire qu'ils ont une fonction et une vocation. Leur fonction et leur vocation, c'est d'accueillir et d'être des territoires tremplins. Ça veut dire, en gros, ok, on prend acte que ce sont ces personnes-là qui sont concentrées dans les quartiers populaires, mais du coup, quelle est la fonction de ces quartiers populaires? C'est de permettre à ces gens-là d'en sortir, en fait. Et donc ça, c'est Daniel Béard, un de mes collègues, qui dit ce qu'il faut, c'est donner aux gens l'envie de rester, mais les moyens de partir. Et je pense que une des problématiques, c'est que la plupart des politiques publiques sont pensées déjà de façon périmétrée, à l'intérieur d'un zonage, et qu'on réduit souvent les personnes des quartiers populaires à leur identité de personnes de quartiers populaires. Et c'est le cas pour plein de dispositifs de politique publique, mais aussi, je trouve, parfois, pour plein d'associations. Là, j'ai vu que Emmanuel Macron, dans ses dernières annonces, a beaucoup mis l'accent sur le travail des associations qui œuvrent effectivement énormément pour agir sur les quartiers populaires, mais j'ai l'impression que bien souvent, quand on agit sur les quartiers populaires, on travaille avec des jeunes et des personnes en tant que personnes des quartiers populaires et point barre, quoi. Donc on assigne une identité assez forte là-dessus. Et voilà, et je trouve que d'une certaine façon, on aurait intérêt à essayer de pousser cette vocation de tremplin et à dire comment on fait en sorte que les gens aient l'envie d'y rester avec des services publics, des services collectifs, une école, effectivement aussi une police de proximité. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ou pas assez de policiers dans la police de proximité dans les quartiers populaires? Il y a un bouquin qui s'appelle Que fait la police là-dessus, j'ai oublié l'auteur, mais vous le retrouverez facilement, et qui dit le problème c'est qu'en fait les grands crimes font les grands criminels, mais font aussi les grands policiers. Et donc la police de proximité, c'est une police qui est assez dénigrée. Quand on fait ses classes dans la police, on n'a pas envie d'aller dans la police de proximité et encore moins dans les quartiers populaires, quoi. Donc c'est comment est-ce qu'on donne envie aux jeunes policiers d'être dans la police de proximité, comment on donne envie aux enseignants d'être dans les classes des banlieues populaires, etc., etc. Mais je pense que c'est à la fois l'envie d'y rester et les moyens de partir, c'est-à-dire comment on réfléchit à des dispositifs de politique publique qui en fait connectent, quoi, donnent accès aux gens au dehors et font en sorte qu'on ait plus de ressources pour accéder à tout ce qu'il y a autour. Quand on est dans le 93, vous le disiez, on est à 3 arrêts de métro la plupart du temps ou de RER des plus grands centres d'emploi. Est-ce que vraiment, alors là c'est une question, c'est un peu provocateur, mais est-ce que vraiment les clauses d'insertion qui ont vocation à faire venir des emplois et à faire en sorte qu'on recrute des gens dans un quartier ont du sens? Par exemple, j'ai travaillé un peu avec Est Ensemble et je voyais bien que la direction du développement économique, Est Ensemble, c'est une communauté d'agglomération qui est dans le 93, qui regroupe notamment Bondy, Montreuil, Bagnolet et 12 autres communes. 9, ça fait un petit moment, et Pantin notamment. Et on travaillait beaucoup avec la direction du développement économique qui disait il faut absolument qu'on développe les clauses d'insertion pour faire en sorte que les entreprises locales recrutent plus les jeunes d'ici qui ne trouvent pas d'emploi. Quand à côté, on a d'autres territoires comme le Grand Roissy par exemple, qui est en pénurie de main-d'œuvre sur tout un tas d'emplois qui correspond parfois à des qualifications de certaines personnes, moi ça me pose la question de pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas plus en transversal entre les territoires et en territorialité, quoi, d'une certaine façon. Donc je pense qu'il faut effectivement sortir d'une logique périmétrée et puis arrêter d'assigner une identité aux personnes qui vivent dans les banlieues ou aux personnes qui vivent dans les quartiers populaires comme étant intrinsèquement définies par le fait d'être uniquement jeunes, plus précaires et issus de l'immigration, parce que j'ai l'impression que ça ne nous fait pas sortir par le haut, quoi.
Et tu as tout à fait raison sur l'histoire. Le contenu des manuels scolaires, notamment sur l'apport des troupes coloniales dans les différentes guerres. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai interpellé déjà sous l'ancienne mandature François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron sur le fait qu'on ne parlait pas assez de cette histoire dans les manuels scolaires. Je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes, mais je pense que si l'ensemble des enfants français se retrouvaient quelque part dans cette histoire de France, ça ferait sens et ça ferait nation. Intégrer cette histoire qui n'est pas forcément reluisante et belle, mais l'intégrer dans les manuels scolaires, l'apprendre à l'ensemble des Français. Je ne dis pas de parler de cette histoire uniquement aux enfants issus de l'immigration, mais intégrer pleinement toutes ces histoires dans les manuels scolaires, je pense que ça réglerait en tout cas un certain nombre de nos problématiques. Et c'est le combat que je mène aujourd'hui. On a fait une petite avancée il y a quelques mois, parce que j'ai eu un retour du ministre de l'Éducation qui va en tout cas élargir la partie historique sur l'apport des troupes coloniales dans les différentes guerres, mais je pense qu'il est extrêmement important, primordial, même nécessaire de raconter cette histoire à l'ensemble des enfants. Oui. Alors il y a une question là-bas, il y a une question ici, on va prendre peut-être... Bonjour à tous, donc je me prénomme Moussina Jmimoun, j'ai 54 ans, je suis militant des quartiers populaires depuis plus de 20 ans, 25 ans. Donc je suis un enfant issu des quartiers populaires. Je travaille avec ma municipalité, donc je suis un acteur de la politique de la ville. Je traite des problématiques que nous avons subies. Donc j'ai subi l'échec scolaire, j'ai subi les violences policières, j'ai subi mon problème de citoyenneté. Je pense que nous sommes en 2019 et depuis 30 ans, j'entends les mêmes problématiques. Depuis 30 ans, j'entends les mêmes raisonnements. On a fait un diagnostic, parce que ça fait longtemps qu'on milite, et les raisons qui nous ont poussés à militer, ce sont toutes les raisons qui ont été exposées. Je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher des coupables. Je pense qu'il faut arrêter de... Nous avons tous une responsabilité. Nous devons avancer vers quelque chose qui va nous rassembler, et non pas vers quelque chose qui vont nous éloigner. Monsieur Jean-Louis Borloo a dit une chose qui a retenu toute mon attention. Et pour moi, cette phrase-là, elle est essentielle. Il a employé un seul mot, la réconciliation. Il doit y avoir une réconciliation entre les politiques. Il doit y avoir une réconciliation entre les pouvoirs publics et les quartiers populaires. Il doit y avoir une réconciliation entre les habitants des quartiers populaires et nos concitoyens. Je rejoins ce que tu viens de dire. Moi, je lance un chiche au président du conseil départemental de réunir des assises, une assise, parce qu'on a des solutions. Ça fait 30 ans qu'on traite de toutes ces problématiques. Les pathologies, on les connaît. Il faut arrêter. Maintenant, il faut dépasser ce cap et trouver et de se dire quels sont les vaccins. Maintenant, on doit trouver des vaccins. Des vaccins, il y en a. Merci. Du coup, moi, je voulais réagir par rapport à l'histoire, l'enseignement de l'histoire et en particulier l'histoire nationale. Je pense qu'une chose qui serait assez intéressante, c'est aussi de sortir de l'histoire nationale telle qu'on l'a finalement inventée au XIXe siècle, parce qu'en réalité, le colonialisme, il est aussi intérieur. Et je pense qu'il y a une manière peut-être là de réconcilier des gens qui sont différents et qui ont subi les mêmes choses. C'est-à-dire que finalement, les Bretons, on sait, les Basques, on commence à comprendre. Je pense qu'on a compris aussi pour les Corses, on sait peut-être moins pour les Catalans, on sait peut-être moins pour plein de régions, en fait, qui avaient des langues aussi. Merci. Alors, je ne sais pas si qui veut réagir en premier. Il y avait beaucoup de... Bon, on prendra les autres questions peut-être après, on va déjà laisser réagir et puis je prendrai évidemment les questions. Non, mais je serais assez cohérent avec ce que vient de dire Issata, ça étonnera personne, mais même avec ce que vous venez de dire.
Oui, d'abord, je pense qu'il faut, ça rejoint aussi ce que disait à l'instant Madame par rapport à l'histoire de notre pays. Oui, il serait temps que la France se vive telle qu'elle est vraiment, s'accepte telle qu'elle est vraiment. Pour résumer, la France d'Amélie Poulain, de la baguette et du béret, elle n'existe que dans les films. C'est pas l'histoire de notre pays, c'est pas la manière dont notre pays s'est constitué depuis des années. L'histoire de notre pays, c'est des gens venus d'un peu partout, d'abord de différentes provinces, notamment en région parisienne ou dans les grandes métropoles, puis parfois d'un peu plus loin encore. Et c'est l'ensemble de ces individus, de ces peuples parfois qui font la France. Et qui se retrouvent dans notamment un certain nombre de valeurs. Et pour ça, puisque Aïssata évoquait par exemple l'histoire des troupes coloniales, mais puisqu'on évoque l'histoire, et on sait à quel point, par exemple, dans la société française, l'histoire de la décolonisation algérienne a laissé un certain nombre de traces. Il a fallu... Je vois mon ami Daniel Goldberg, longtemps député d'Aubervilliers. Il a fallu notamment un romancier originaire d'Aubervilliers, Didier Daninx, avec son livre Meurtre pour mémoire, pour révéler cette date de l'histoire de France du 17 octobre 61, où des policiers français ont jeté notamment dans la Seine, le canal Saint-Denis, un certain nombre de manifestants algériens à l'époque, et il a fallu longtemps pour que cette histoire de France-là, elle soit révélée. Et oui, je crois que c'est important pour justement faire société commune, pour que chacun se retrouve dans l'histoire de notre pays, que chacun se sente à part entière citoyen de la société, citoyen français, et bien que cette part d'identité-là, elle soit aussi assimilée, révélée, justement pour pouvoir se projeter. Donc cette question-là, notamment de l'identité et de ce qui compose l'identité de notre pays, c'est absolument indispensable pour permettre notamment à un certain... les jeunes de ce pays de pouvoir se retrouver. Mais je voulais faire le lien aussi avec une autre question, celle qu'on aborde depuis le début. On dit souvent qu'il y a la tendance au repli sur soi, la ghettoisation qui existe dans la société française. Et bien souvent, quand on évoque ces notions-là, on pense d'abord à la situation des quartiers populaires. Ce serait dans ces quartiers populaires qu'il y aurait des ghettos, qu'il y aurait la tendance au repli sur soi. Mais la réalité, c'est que la ségrégation dans la société française, elle commence d'abord par le haut de la société française. Elle commence d'abord par les quartiers les plus favorisés. La situation, par exemple, dans un certain nombre de territoires de l'ultra-centre parisien, aujourd'hui, c'est d'abord le repli sur soi, l'entre-soi de gens de plus en plus favorisés, de gens riches ou très riches. Et c'est ça qui conduit aussi à l'autre bout de la société française, à un entre-soi entre des populations les plus défavorisées. Et donc je pense qu'il faut absolument que la puissance publique, elle mette en œuvre un certain nombre de mécanismes pour lutter contre ces situations d'entre-soi et de repli sur soi. Quand on ne met pas en œuvre les dispositions sur l'encadrement des loyers dans un certain nombre de grandes métropoles françaises, quand par exemple, et le gouvernement actuel renforce les moyens qui sont à la disposition de l'enseignement privé, et que parallèlement, par exemple, il n'instaure pas d'obligation de mixité qui s'appliquerait, et bien sûr qui s'applique déjà à l'école publique, mais à partir du moment où l'école privée est financée, je ne vois pas au nom de quoi les dispositifs, les obligations de mixité et donc de participation de l'école privée aux obligations de mixité par des mécanismes de sectorisation ne s'appliqueraient pas aussi à l'école privée, et ça éviterait peut-être un certain nombre de situations difficiles qu'on connaît à l'école dans un certain nombre de ces quartiers. Voilà quelques mesures aussi qui permettraient de lutter contre ces phénomènes de spécialisation, de ségrégation qui s'incrustent dans un certain nombre de quartiers. Merci. Il y a une question derrière et puis une question ici ensuite. Et on verra. Alors, bonjour, bien évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, j'ai une petite question. Donc,
quand on regarde un peu les opportunités qu'on a en Seine-Saint-Denis, on se rend compte qu'on a, si je résume, 3 belles opportunités. On a l'ANRU qui nous permet de modifier pas mal le paysage urbain et ça fait du bien. On a le Grand Paris où effectivement on a la possibilité d'avoir un certain nombre de gares et un vrai plan de mobilité sera permis très prochainement. Et enfin, on a de très nombreux projets urbains qui se développent un peu partout. Il suffit de traverser la Seine-Saint-Denis pour voir que ce soit à Aubervilliers, que ce soit à Noisy-le-Sec, que ce soit à Clichy-sous-Bois, à Sevran et dans bien d'autres villes, fleurir un certain nombre de projets. Donc comment utiliser ces 3 super leviers pour changer l'image de la Seine-Saint-Denis et rendre nos territoires très attractifs, puisqu'effectivement on a une population qui est très très jeune et c'est un réel potentiel pour nous. Donc comment la garder? Parce qu'on n'en parle pas énormément, mais on a aussi pas mal d'étudiants qui sont qualifiés, qui malheureusement, dès qu'ils ont leur premier emploi, quittent notre territoire. Donc comment le rendre attractif et garder notre belle jeunesse? Oui, bonjour. Oui, je veux rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. On connaît les vaccins. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec le gouvernement actuel, il administre des remèdes miracles qui vont achever le malade. Moi, je crains beaucoup que sa théorie du ruissellement, il l'applique à grande échelle dans les quartiers populaires en disant que ceux qui s'en sortent sont les meilleurs, ceux qui ne s'en sortent pas, c'est pas de chance pour eux ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Et ça, pour moi, ça fait toujours référence à l'idéologie mortifère de l'égalité des chances. L'égalité des chances, comme le disait Philippe Mérieux dans une table ronde sur l'éducation, l'égalité des chances, c'est la Française des Jeux, c'est pas la République. Donc, je pense qu'il faut faire attention que le gouvernement mise peut-être sur un certain épuisement des associations qui, depuis des dizaines d'années, font un travail extraordinaire et qu'ils finissent par instiller l'idée dans le reste de la société que ceux qui s'en sortent sont les meilleurs, bravo pour eux, et pour les autres, c'est un peu dommage. Je vais répondre à votre interrogation. Nous ne craignons plus rien, monsieur. Les gilets jaunes, ça fait 2 ans. Nous, ça fait 35 ans, ça fait 40 ans que nous sommes des gilets jaunes. Nous ne sommes pas en train de subir une fatalité, d'accord? Mais depuis tout petit, nous sommes confrontés à cette réalité. Un jour, on mange, le lendemain, on ne mange pas. Un jour, on mange de la viande, un jour, on mange de la purée, d'accord? Simplement, il faut que tout le monde prenne conscience que nous, personnellement, nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens. Nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice. Maintenant, si on nous entend, tant mieux. Si on nous entend pas, tant pis. Il y a eu 2 émeutes en France. Moi, je vous prédis quelque chose. Je travaille dans la politique de la ville, mais prenez conscience, messieurs, dames, que la prochaine révolte des quartiers populaires, je suis très inquiet. Merci pour cette réaction. Alors, il y a 2 questions là-bas. Juste, je vais vous laisser réagir déjà à toutes ces remarques rapidement pour qu'on puisse répondre à tout. Et puis, une chose importante, j'aimerais qu'on aborde aussi peut-être en fin de débat, mais la question de l'engagement qui a été abordée en filigrane, mais c'est une question importante, il me semble. Juste peut-être pour réagir... Madame, quand vous disiez et les jeunes, enfin qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour les retenir, leur donner envie de rester, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le mouvement c'est assez positif, surtout dans des territoires comme la métropole, où en fait c'est important qu'on puisse déménager, bouger quand on trouve un nouveau travail. Et puis en fait, finalement, tout à l'heure, je disais l'envie d'y rester, les moyens de partir, mais pourquoi pas l'envie d'y revenir aussi. Donc effectivement, il y a un travail à faire pour que ces territoires soient suffisamment accueillants pour qu'on ait envie d'y revenir. Mais pour l'instant, il me semble que la question de l'attractivité, elle se pose pas tellement en ces termes. D'ailleurs, moi, c'est un mot d'ordre qui me gêne un petit peu, hein, l'attractivité des territoires. Je pense qu'il y a une question de bien vivre, bien pouvoir y rester si on a envie, mais surtout être accompagné dans sa trajectoire. Donc si effectivement, il y a tout un tas d'opportunités, et vous avez raison, il y a énormément d'opportunités dans le Grand Paris. Il faut pouvoir faire en sorte que les personnes qui vivent dans les quartiers populaires y aient accès facilement. Alors, c'est pas que des questions d'infrastructure, c'est aussi des questions d'éducation, d'avoir confiance en soi suffisamment pour se dire, moi aussi, j'ai le droit d'aller accéder à tel ou tel emploi, même si c'est à la Défense. On a beau avoir la bonne connexion, en fait, parfois, on n'a pas suffisamment, on se sent pas légitime pour pouvoir y aller. Donc, je pense que c'est aussi un accompagnement là-dessus.
Et en fait, ça me fait rebondir aussi sur ce que vous disiez, parce que je suis d'accord avec vous, le danger mortifère qui vise à remplacer l'égalité des chances par l'égalité des places, et qui vise à faire des dispositifs plutôt de discrimination positive qui va aller aider certains individus. Donc c'est la politique des internats d'excellence parfois, mais aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le nouveau dispositif proposé par Emmanuel Macron, mais des académies éducatives. Des cités éducatives. Bon, pour le coup, on est moins sur du suivi individuel, mais effectivement, je partage votre crainte. J'ai pas forcément de solution là-dessus. Je pense que ce dont on a parlé, notamment en termes d'accès à l'éducation, de présence des services publics collectifs, participe plutôt à une égalité des places. En tout cas, c'est celle que j'ai l'impression on appelle de nos voeux tous les trois. Réaction rapide, si vous le voulez. Non, mais sur cet exemple de l'éducation, on disait que c'est souvent dans ces quartiers populaires que la population est la plus jeune. Donc on pourrait penser que c'est forcément à partir du moment où c'est dans ces quartiers populaires que la population est la plus jeune, que de fait l'État, l'éducation nationale notamment, y consacre les moyens les plus élevés, les plus importants. Or la réalité, elle est bien différente. Parce que même si, par exemple, et c'est plutôt une bonne mesure, la mesure de dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire, la réalité c'est que par exemple c'est dans un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis que cette mesure-là elle se mettra en place selon un calendrier décalé, alors qu'on pourrait espérer que justement dans ce territoire le plus jeune de France métropolitaine, c'est dans ce territoire-là qu'elle se mette en œuvre de manière accélérée. Eh bien non, c'est dans ce territoire qu'elle va se mettre en place de manière décalée. Le gouvernement annonce des raisons liées à la disponibilité des locaux dans les écoles. C'est un élément qu'il ne faut pas négliger compte tenu du nombre de classes nécessaires dans un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis, mais c'est d'abord et avant tout parce que ce gouvernement a cessé de créer les postes nécessaires, notamment dans l'éducation nationale, pour mettre en œuvre cette mesure-là. Et que par ailleurs, quand je disais que c'est dans ces quartiers-là que les professeurs sont souvent les plus jeunes, les plus inexpérimentés, et donc forcément, mécaniquement, Philippe Mérieux le rappelait tout à l'heure dans la table ronde sur l'éducation, eh bien, de fait, quand on regarde notamment avec la masse salariale dépensée pour la rémunération des enseignants, de fait, on y consacre, le pays y consacre moins de moyens que dans un certain nombre d'établissements du centre de Paris où bien, il y a les professeurs agrégés, les professeurs en fin de carrière, que dans ces quartiers-là. Alors même qu'on sait que c'est justement, notamment par la fidélisation des enseignants, par la stabilité des équipes, par l'expérimentation des méthodes, des savoir-faire, des pédagogies, qu'on peut lutter contre les inégalités scolaires. Un autre exemple, le gouvernement actuel a fait de son annonce concernant l'obligation de scolarité à partir de 3 ans, une des grandes mesures. La réalité, c'est que la scolarité des 3 ans, elle est assurée dans notre pays à hauteur de 97-98%. Alors tant mieux que notamment un certain nombre de départements et territoires d'outre-mer, à travers cette mesure, scolarisent 100% des enfants. Tant mieux. Et y compris tant mieux qu'avec cette mesure, quelques pratiques locales qui font que les enfants ne sont pas forcément accueillis dans toutes les écoles maternelles, par exemple, la totalité de la journée, ils puissent l'être demain. Tant mieux. Mais enfin, que dit le gouvernement actuel, par exemple, sur la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans, alors qu'on sait que, notamment pour les enfants des milieux populaires, elle est particulièrement utile pour lutter contre les inégalités et que la réalité de la scolarité des enfants de 2 à 3 ans aujourd'hui, elle, est très inégalitaire dans le pays. Je crois qu'elle est en moyenne de 30 à 35% en moyenne dans le pays. Dans mon département, elle est peut-être toujours aux alentours de 3%. Alors qu'on sait que c'est potentiellement un levier absolument intéressant, utile pour lutter contre les inégalités scolaires en scolarisant les enfants des milieux populaires tôt. Alors, il y a pas mal de questions, mais le problème c'est qu'on n'a plus qu'un quart d'heure. Donc, qui a une vraie question super intéressante? Là, il y en a une. Il avait le micro, okay. C'était plus facile. Je prends la parole, j'y vais. J'en vois quelqu'un qui lève la main depuis longtemps derrière. Et on va essayer d'en prendre 3 s'il y en avait une autre. Ah ouais, oui, s'il vous plaît.
D'abord, allez-y. Mais question courte. Question courte, plutôt réaction courte. Donc, oui, originaire du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie, donc comme beaucoup de collègues ici, on fait partie de ces murs depuis longtemps. Et moi, je peux affirmer que ça fait 50 ans que le brancard des quartiers est aux urgences et que ça avance pas. Et qu'on pourrait remplir cette salle des études qui ont été faites sur les banlieues et on pourrait fouiller dedans et les réponses y sont. Donc moi, je soupçonne qu'il y a des gens qui sont aux manettes depuis maintenant pas mal d'années, qui savent très bien quels sont le mécanisme des quartiers et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, on le sait. Voilà. Donc là-dessus, il est évident que si on changeait un peu les manettes et puis on mettait des gens un peu plus qualifiés pour essayer de trouver une solution à ces quartiers, il y a longtemps qu'on les aurait trouvés. Moi, je soupçonne par Mantes-la-Jolie, que je connais très bien, que souvent, la fille du Val-Fouré, qu'elle était, on lui a demandé de déchirer sa robe pour pouvoir avoir des financements européens. Donc à chaque fois, on rendait le quartier encore plus moche pour avoir plus d'argent de l'Europe. Et donc, c'est une pratique qui est connue au niveau politique. Et moi, j'ai vu l'effet de la gomme au Val-Fouré. Et qu'à chaque fois, on gommait des structures, année après année, puisque moi, j'y vais régulièrement, etc. Les structures d'accompagnement de ces quartiers-là, on les gomme. Et après, on n'y met rien du tout. Donc je soupçonne que c'est une manipulation scandaleuse de beaucoup de techniciens qui laissent pourrir la situation, alors que les solutions, on les connaît. Donc moi, je suis pour la solution, c'est de trouver des techniciens qui connaissent le problème et qui peuvent le résoudre. Maintenant, il faut avoir du courage et la volonté de le faire. Merci pour cette question, on laissera réagir. On va en prendre... Eh bien, allez-y, je vous fais confiance sur les... Juste, ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit sur les solutions qui existent et je me demande, mais c'est un peu provocateur, est-ce que c'est décent en fait même de se poser cette question-là, de mettre sur un même niveau de réflexion la capacité de ces publics-là qui habitent dans les quartiers politiques de la ville à accéder au transport, à l'emploi, à une intégration et en même temps d'être citoyen à part entière en fait, de participer à la chose publique, à la chose démocratique, de se sentir capable de. Et je me demande, si je fais le lien un petit peu avec ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que peut-être par la scolarité des enfants tout petits, justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire naître dès le très très jeune âge, qui ferait que, oui, on se saisirait peut-être de nous-mêmes des solutions qui existent dans les quartiers, qui effectivement sont là et les structures existent malgré les coupes budgétaires et on n'a pas non plus besoin de réinventer le fil à couper le beurre. Enfin, il y a des solutions extrêmement pragmatiques sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment la chose, la confiance en soi et la capacité qu'on a en nous ou pas de se sentir citoyen à part entière qui se joue. Merci pour la question. Alors, je passe là-bas au fond derrière, il y avait quelqu'un qui lève la main depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Grégoire Verrière, je suis militant politique dans une organe de jeunesse, les jeunes générations. Alors, moi, c'est plus une remarque qu'une question, mais moi je viens pas d'un quartier d'une banlieue populaire, mais d'un territoire rural. Et finalement, je trouve que c'est intéressant parce que les problématiques que vous évoquez, il y en a beaucoup qui sont similaires en fait, qu'on retrouve dans les territoires ruraux. Alors peut-être pas celles qui sont liées à la violence policière. C'est vrai que ça n'existe pas dans les territoires ruraux, mais par contre, il y a des vraies problématiques de mobilité, des vraies problématiques d'accès à l'éducation. Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y avait plus de classes qui fermeraient. D'ici la fin de son mandat, il y en a 400 qui vont fermer là cet été, 400 écoles, pas classes, pardon. Des problématiques liées au trafic de drogue, des problématiques, la jeunesse qui n'a pas accès à la culture ou à des loisirs quand elle vit dans les territoires ruraux. Et donc simplement, ma remarque, c'est de dire que je trouvais ce serait intéressant, quand on aborde la question des quartiers populaires, de la lier justement à la question des territoires ruraux, parce qu'il y a, à mon avis, énormément de ponts à faire, et je trouve que le message serait très fort, et que ça pourrait faire tomber énormément de murs, d'ailleurs, qui existent, alors que ça n'a pas lieu, entre territoires ruraux, territoires périurbains et les différentes cultures qu'il peut y avoir dans ces territoires différents. Voilà. Merci pour cette question. C'était justement l'objet de la tribune de Libération que j'évoquais tout à l'heure. Mais j'imagine que Stéphane Troussel en dira un mot. Question là-bas. Oui, c'est... Allez-y. Hein. J'en ai pas pour longtemps, juste une remarque. Bonjour, je suis professeur des écoles dans l'agglomération de Nevers. Donc je ne connais pas du tout la problématique des grands quartiers que vous dites populaires. Je vais revenir là-dessus, sur le mot populaire. Je ne connais pas du tout cette problématique liée essentiellement dans ce que vous dites à l'immigration.
Moi où je travaille dans un quartier que je vais appeler populaire, mais avec aucune problématique liée à l'immigration. Simplement, la problématique, elle est que, monsieur disait tout à l'heure, des gens, je mange un jour, je mange pas le lendemain, etc. C'est exactement la même chose, avec une population qui n'a plus accès à l'emploi, avec toutes les problématiques de l'économie des petites villes de province. Et le danger qu'il y a, ce ne sont pas les violences qu'il pourrait y avoir dans ces quartiers, c'est des gens qui vont massivement voter Front National. Voilà, donc ce n'est pas des gens qui ne votent pas, ils vont voter Front National. Il y a énormément de frustration par rapport à la vie qu'ils mènent. Hein. Alors il n'y a pas de problème lié au cadre de vie, puisqu'on est dans des quartiers qui sont pas forcément désagréables à vivre. Il y a un vrai mal-être par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'accès à la culture, monsieur en parlait tout à l'heure. Et voilà, je voulais simplement revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un quartier populaire en fait. Voilà. Vaste question. Une dernière question et après on laissera nos invités réagir. Trois minuscules. Mais vous pourrez vous jeter sur eux à la sortie du débat, évidemment. Alors, trois minuscules interventions. La première, c'est qu'on fait un débat sur les quartiers populaires en plein centre-ville, classé UNESCO, etc. Je rappelle qu'il y a un quartier populaire à la Charité-sur-Loire. La seconde remarque, c'est je suis très perturbé par les remarques très positives sur l'ANRU, dont on sait quand même que ce sont des mécanismes d'évacuation des plus pauvres de centres ou de quartiers populaires déjà paupérisés. Donc il faudrait regarder de près, en particulier les rapports de la Fondation Abbé Pierre qui sont extrêmement clairs sur ce point-là. La troisième chose, une piste quand même, parce qu'on ne va pas partir de la désespérée. On a beaucoup parlé du rapport Borloo. Je suis très étonné qu'on ne parle pas du rapport qui était avant Baquet-Machmach, qui a débouché sur Passe en nous et qui, en particulier, soulevait un truc redoutablement efficace qui était le fonds d'initiative citoyenne. Donc là-dessus, si on fait des assises, à la limite, il ne faut porter que ça et faire avancer que ça et obtenir que ça. Et le droit de vote des étrangers. Alors... Merci pour cette intervention. On va vous laisser répondre peut-être dans l'ordre. Stéphane Troussel, Aïssata Assec et puis Manon Loisel. À la question partir ou rester ou quitter le quartier pour mieux revenir, moi la question que je me pose, c'est fondamentalement, c'est originellement les quartiers d'habitat social collectif ont été construits pour répondre à une certaine demande, on va dire conjoncturelle. C'était qu'il fallait répondre à une main-d'œuvre étrangère importante dans une France en reconstruction, avec des industries partout, etc. Donc, et je me dis, et des quartiers, des grands ensembles qui ont été construits pour rester à titre provisoire et pas de manière pérenne. Et je me dis comment aujourd'hui penser ces quartiers alors que l'origine du problème il est à la base, c'est-à-dire que c'était pas des quartiers qui ont été construits pour durer dans le temps. Voilà. Et je me dis dans la conjoncture actuelle, avec la désindustrialisation, le démantèlement des services publics, la dégradation des conditions de vie, les quartiers populaires qui sont un peu une préfiguration de ce que peut devenir la France, malheureusement, mais je me dis, voilà, comment arriver aujourd'hui à appréhender ce phénomène voilà, avec cette vision-là. Bon, je ne sais pas si on va forcément tout traiter maintenant, parce que la réalité, c'est que notre pays a connu, indépendamment des quartiers populaires qu'on a évoqué principalement cet après-midi, d'autres quartiers pauvres. Il a existé de tout temps des territoires pauvres. À la différence, c'est que quand il y avait des quartiers et des populations modestes ou pauvres durant les 30 Glorieuses, la forte croissance, l'industrialisation, la diminution des écarts de revenus permettait le sentiment de progression. Et c'est notamment cette rupture-là depuis le milieu des années 80 qui donne le sentiment finalement qu'il n'y a plus de possibilité de progression ou d'ascension pour un certain nombre de populations. Et avec par ailleurs, et je ferai le lien avec la question que vous posiez sur la situation des territoires ruraux ou du quartier populaire de la Charité-sur-Loire ou de Nevers, c'est notamment que dans notre pays, les services publics, on l'oublie parfois dans un certain nombre de démonstrations, participent très fortement
à la redistribution et à la réduction des inégalités. Quand on compare un certain nombre d'inégalités de revenus, il y a différents agrégats qui sont utilisés, mais dans notre pays, plus que dans aucun autre pays européen, les services publics contribuent massivement à réduire les inégalités. Et l'affaiblissement des services publics dans un certain nombre de territoires, eh bien, de fait, ne permettent plus de réduire ces inégalités. Et ça, c'est vrai dans les quartiers populaires, urbains, périphériques, que dans les quartiers populaires ruraux ou des villes moyennes. Et c'est effectivement pour ça que, notamment avec Philippe Martin, président du département du Gers, pendant la crise, le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat, nous avions fait cette tribune banlieusard, campagnard, même combat, parce que quand on regarde l'accès aux soins, l'éducation, les mobilités, le service public, que ce soit au fin fond du Gers où il y a des problèmes de connexion des territoires, qu'il y a des problèmes pour accéder aux soins, qu'il y a des problèmes de fermeture d'écoles en milieu rural, et bien il y a des similitudes avec ce que peuvent vivre un certain nombre de nos quartiers. Dernière chose que je veux dire, pour ne pas être trop long, là où je pense que c'est un enjeu majeur pour le pays, c'est qu'à partir du moment où on revient à la situation de ces quartiers qui sont souvent plus jeunes que le reste du pays, et que quand on compare la France, y compris avec les autres pays européens, qui a la chance d'être, même si ça a tendance ces derniers mois, ces dernières années à se modifier, à rester un pays avec une démographie plus importante et avec notamment un taux de fécondité plus important, c'est notamment la situation démographique dans ces quartiers qui fait que le pays a une situation du point de vue démographique plus intéressante que d'autres pays européens. Et donc c'est un enjeu majeur pour le pays tout entier. Et par ailleurs, au passage, c'est aussi un enjeu majeur pour la gauche, parce que la gauche ne peut pas gagner dans ce pays, elle ne peut pas durablement exercer les responsabilités et transformer le pays si elle ne s'appuie pas d'abord sur la mobilisation des catégories populaires, si elle ne s'appuie pas d'abord sur la jeunesse de ce pays. Il n'y a pas de victoire et de victoire durable de la gauche sans la mobilisation des milieux populaires et de la jeunesse de ce pays. Donc pour la gauche, c'est un enjeu majeur, et pour le pays tout entier, c'est un enjeu majeur. Et je crois en plus que, et sans vouloir être désagréable avec qui que ce soit, mais oui, forcément, quand on a un territoire jeune, eh bien, l'inventivité, la créativité, l'énergie, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, elle est forcément un peu plus forte que dans un territoire qui se désertifie et où la population est en train de se réduire. Et donc, il y a là un enjeu essentiel pour le pays, et encore une fois, en particulier pour la gauche. Merci Stéphane Troussel. En fait, on aurait pu terminer le débat avec l'intervention du monsieur qui a fait une très belle conclusion. Mais pour revenir à ton intervention, évidemment que la meilleure des manières de faire évoluer les choses, c'est d'avoir des techniciens. Moi, j'emploierais pas le mot technicien, parce que pour moi, les personnes les mieux placées pour traiter de ces questions, ce sont nous, citoyens issus des quartiers populaires. On a parlé tout à l'heure j'ai entendu vaguement le droit de vote des étrangers. Je fais partie de ces personnes qui ont milité pour que ce droit de vote des étrangers soit mis en place. Pas dire forcément qu'il faut le maintenir, mais tant que, en tout cas au niveau des administrations, il sera extrêmement compliqué d'obtenir la nationalité française, je pense que pour les élections locales, il est essentiel de mettre en place le droit de vote des étrangers. Et je regrette qu'avec un gouvernement de gauche, nous n'ayons pas essayé de le mettre en place. J'aurais préféré qu'on se casse la figure, qu'on essaye, mais qu'on se casse la figure, plutôt que de ne pas tenter en disant qu'on n'aura pas les voix du Sénat. Mais en tout cas, ça aurait été un geste fort que de le mettre en place. Après, sur ce que vous disiez, madame, sur la question de citoyenneté, je vais être rapide et brève, mais je vais parler d'engagement politique. Moi, avant d'être engagée dans le milieu politique, j'étais militante associative. Et mon engagement politique a été la suite logique de mon engagement associatif. Mais ce qui m'a réellement poussée à m'engager en politique, ce sont deux choses. La première des choses, c'est les violences policières, mais pas que. Je voulais parler d'abord des émeutes et ensuite revenir sur les violences policières. Mais les émeutes en banlieue en 2005 et bien évidemment les violences policières.
parce que j'ai été personnellement touchée par ces violences. Et je peux vous assurer que quand on est personnellement touché par ce type de violence, on se dit, soit on subit et on ferme les yeux et on avance en essayant d'oublier, ou soit on entre dans le système et on essaye de voir comment on peut faire bouger les lignes. Quand mes parents ont subi cette violence policière, je me suis dit, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. On ne peut pas continuer à ne pas être considérés comme des citoyens à part entière. Donc, quand vous dites que c'était indécent, non, c'est pas indécent. Nous, en tout cas, nous, en tant que personnes issues des quartiers populaires, on se sent comme étant citoyens à part entière, mais la société ne nous considère pas comme des citoyens à part entière. Et je pense que la lutte, elle est ici. La lutte est de se dire, oui, nous sommes là, oui, nous sommes à l'intérieur, oui, nous nous battons, oui, c'est compliqué, oui, nous vivons des discriminations quotidiennes, mais oui, nous sommes là et nous continuerons à nous battre pour faire évoluer les choses. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Aïssa Tassak. Mademoiselle. J'aurais préféré que vous concluiez parce que c'est effectivement, enfin je partage totalement ce qui vient d'être dit. Effectivement, je m'étais noté, c'est pas un enjeu technique, vous l'avez dit, on les a, les solutions. On pourrait effectivement remplir cette salle. On a testé plein de choses plus ou moins vertueuses et je partage aussi ce que vous avez dit sur l'ANRU, tant sur le principe d'agir uniquement sur l'espace, les formes spatiales, le cadre de vie en tant que tel, c'est pas une fin en soi, mais aussi sur les modalités. Effectivement, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que plein de gens se sentent moins bien lotis ou moins bien logés ou pas au bon endroit après l'ANRU. Donc effectivement, le diagnostic est beaucoup plus, les conclusions sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on avait peut-être pu en dire, mais bon, on va très très vite aussi dans ces échanges, hein, on peut s'excuser pour ça. Je pense effectivement que les élections de 2020 sont un enjeu énorme et je pense que c'est quand même des quartiers dans lesquels soit on n'a pas le droit de vote quand on est effectivement pas français, enfin en tout cas on n'est pas considéré comme pouvant voter, et donc ça je pense qu'il y a un vrai enjeu à le réinscrire sur l'agenda très très fortement, le droit de vote des immigrés. Et puis je pense aussi qu'il faut, pour ceux qui peuvent aller voter, se saisir de l'action publique locale. On a énormément effectivement, et comme toujours, renvoyé à l'État ses responsabilités, puisque de fait l'État n'est pas à la hauteur de l'enjeu, mais il y a aussi, je pense, plein de capacités à faire en local, à l'échelle des mairies, des intercommunalités. On le voit bien, enfin des territoires comme Plaine Commune, qui est le territoire, l'intercommunalité pour aller très vite autour de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve, etc. Ça bouge vraiment beaucoup. C'est pareil à Est Ensemble. À l'échelle locale, on peut faire des choses et l'intercommunalité peut faire des choses aussi sur l'école pour accompagner. Quand bien même c'est pas sa compétence, on peut agir. Donc je pense qu'il faut vraiment faire des élections de 2020 une fenêtre d'opportunité pour donner aux gens envie d'aller voter. Donc il faut peut-être qu'on fasse du lobbying là-dessus pour que derrière on puisse aller porter toutes les solutions qu'on connaît et dont qu'on partage ici, qu'on aille les porter plus haut et en dehors des quartiers populaires. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à décloisonner l'action des associations. Encore une fois, je trouve que les associations font du travail de terrain depuis des années et c'est vraiment magnifique. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste dire qu'il y a aussi un enjeu à pouvoir décloisonner. Il y a plus. Non, je suis d'accord. Moi, je parle de ça aussi parce que du coup, je fais partie d'une association qui s'appelle Champs Libres et dont le but est de créer des rencontres justement entre des gens en situation d'isolement et des gens à partir de leur passion, en se disant sortons aussi des périmètres et faisons en sorte de créer aussi du mélange, quoi. Donc il y a un mix à faire entre du lobbying et du décloisonnement géographique entre les différentes sphères. Alors attendez. Vous continuez. Nous sommes des leaders dans les quartiers populaires. Que chacun prenne ses responsabilités. Si vous prenez vos responsabilités, moi je vous promets que nous, militants, leaders, acteurs, on prendra nos responsabilités et on dira aux gens des couches populaires d'aller s'inscrire et d'aller voter. Merci pour cette remarque pertinente et qui permet aussi de conclure peut-être. De conclure, pardon, je vais juste une minute et puis de toute façon on va terminer, mais simplement, effectivement, on a souligné la diversité des quartiers populaires. Je ne reviens pas sur la conclusion qui a largement été faite par nos trois interlocuteurs, sur l'idée qu'il ne fallait pas non plus opposer les territoires les uns aux autres, sur la question de la mobilité, le dépassement des paramètres périmètre institutionnel, et puis peut-être terminer sur cette histoire d'assises des quartiers populaires qui pourrait être éventuellement une perspective intéressante pour la suite de ces débats. Je vous remercie.